L'Ivoirien Souleymane Diarra-Souba est le nouveau président des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Souleymane Diarra-Souba sera aux commandes de cette association pendant 2 ans. Le démarrage des travaux de la nouvelle gare routière d'Abidjan est prévu pour le 29 janvier prochain. Le site choisit l'ancienne case de la commune d'Adjamé. Et puis le monde célèbre les 70 ans de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne. Les survivants de l'Holocauste et plusieurs chefs d'État lancent un nouveau « Plus jamais ça ». Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est aux commandes des associations professionnelles des banques et établissements financiers. Souleymane Diarra-Souba en est le nouveau président et ce pour 2 ans. Une occasion pour le Premier ministre de demander aux banquiers de faire connaître leurs produits en vue de booster le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Noël Nyagno nous en dit plus. Ces dames et ces messieurs sont des banquiers. Ils sont ressortissants des États de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis septembre 1995, leurs aînés ont jeté à Cotonou, au Bénin, les bases de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Ils ont pris la relève et veulent impulser à la Fédération une nouvelle dynamique en rapport avec l'embellie économique dans l'UEMOA. Une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 6%. Quels sont les acquis de la Fédération dans cette situation? La baisse du taux d'usure depuis janvier 2014, la mise en œuvre depuis le 1er octobre 2014 des services bancaires à offrir à titre gratuit, l'adoption d'un canevas harmonisé des produits et services bancaires pour l'ensemble des établissements de crédit, la réalisation d'une étude pour la détermination de modes de calcul harmonisés du meilleur taux débiteur des établissements de crédit. Des acquis certes, mais beaucoup reste à faire, a indiqué le nouvel élu à la présidente de la Fédération pour 2 ans, l'Ivoirien Souleymane Diarra-Souba, président de la PBF Côte d'Ivoire. Les défis à relever sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment du financement des PME et de l'amélioration du taux de bancarisation. Or, une recherche de solutions pour le financement de nos économies, n'incluant pas la prise en compte du développement de la bancarisation, ne saurait être efficace. Tout l'enjeu de nos échanges au cours de ce Conseil fédéral sera de jeter à l'échelle de l'espace UEMOA les bases objectives des solutions concrètes pour une amélioration du niveau de financement du secteur privé. Une des pistes de solutions pour améliorer ce taux, la communication des produits financiers. Que les banques soient plus attractives, d'abord au niveau des locaux d'accueil, que les banques soient plus attractives au niveau des conditions de rémunération de l'épargne qui leur sont proposées, avec une diversification des produits financiers qui sont donc proposés aux uns aux autres, un peu plus de publicité. Daniel Kamlan-Duncan s'est par ailleurs réjoui de la tenue de cette rencontre sur le bord de la lagune Brié. Il a souligné la disponibilité du gouvernement ivoirien à accompagner la Fédération pour la réalisation de ses objectifs. Améliorer le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, d'accord, mais moderniser aussi la gare routière, pourquoi pas? En tout cas, la Côte d'Ivoire est depuis plusieurs mois lancée vers l'émergence, vous le savez, et c'est le moment de construire une gare internationale dans le pays. Les travaux de la nouvelle gare internationale vont démarrer jeudi prochain sur le site de l'ancienne casse de la commune d'Adjamé. Guy-Roger Nguessan et Hervé Blé ont assisté au point de presse animé par le maire de la commune d'Adjamé. Le projet de construction de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Site retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la mairie d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, les travaux de la nouvelle gare internationale d'Abidjan va commencer. Tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population,
travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de déguerpissement forcé. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la Casa d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, les journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales. C'est vrai, on n'en entend pas parler souvent, mais ces infections existent bel et bien et font des victimes. Le personnel de santé sera donc sensibilisé pendant 6 semaines sur l'importance d'adopter une démarche à qualité de stratégie nationale et de promotion des soins de qualité. Grace Kando nous dit que ces journées ont été lancées aujourd'hui même ici à Abidjan. Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans les hôpitaux dues au comportement des praticiens et des patients. En Côte d'Ivoire, la prévalence des infections nosocomiales varie entre 9 et 12% et la production des déchets sanitaires est estimée à plus de 4 000 tonnes par an. Ce qui fait courir un risque sanitaire et environnemental aux populations. Pour changer la donne, des journées nationales d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales sont organisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif de ces journées, c'est sensibiliser d'abord nos collaborateurs, directeurs des hôpitaux, prestataires de soins, aux procédures qui permettent d'éviter ces infections. C'est aussi une journée pour sensibiliser la communauté. Ces journées durent 6 semaines et plusieurs activités sont prévues. Ces journées vont concerner 6 régions sanitaires et 27 structures sanitaires. Et nous aurons d'abord dans chaque région 3 jours à passer. C'est-à-dire la première journée va consister à faire le diagnostic de l'hygiène hospitalière dans les hôpitaux. En ce deuxième jour, nous allons former 45 agents de santé. Et le troisième jour, faire une mobilisation sociale autour de la question de l'hygiène hospitalière. Il sera aussi question de sensibiliser les populations, les leaders de communauté et les responsables politiques aux conséquences d'assainissement et aux pratiques saines en matière d'hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux. Le cancer du col de l'utérus fait des ravages à travers le monde. Sur 500 000 cas enregistrés en 2014, 233 000 femmes en sont mortes et 80% des malades proviennent des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, les femmes de la commune de Port-Boué ont décidé de briser le silence. Elles sillonnent les centres de santé de leur commune pour sensibiliser les femmes. Elles ont pour leitmotiv cette phrase « Le cancer du col de l'utérus se guérit totalement si dépisté assez tôt ». Le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, c'est le 2e cancer chez la femme après le cancer du sein. Selon le programme national de lutte contre le cancer, chaque année, on enregistre environ 1600 cas. C'est l'un des rares cancers qu'on peut guérir si le dépistage se fait assez tôt. La commune de Port-Boué, décidée à lutter contre la maladie, organise une campagne de sensibilisation des dépistages gratuits du 27 au 31 janvier. Ce type de maladie est très peu connu de la population. Donc notre objectif est d'abord de faire bien connaître le fléau et ensuite de faire connaître à la population les dispositions que nous avons prises pour faire face et par la suite être opérationnel sur le terrain pour effectivement attaquer le mal. Avant la phase de dépistage, les femmes de Port-Boué ont été suffisamment informées sur la question par Dr Koumoué du programme national de lutte contre le cancer. Progressivement, l'État est en train d'intégrer le dépistage du cancer du col de l'utérus dans les activités de la santé et reproduction, de telle sorte qu'elle soit vite vue lorsque la maladie n'a pas encore arrivé au stade de cancer. Alors, donc, le principe, c'est de détecter la lésion précancéreuse et de la traiter. Les participantes informées sur la maladie ont invité les autres femmes à se faire dépister. Le cancer de l'utérus, c'est une sale maladie pour nous les femmes. Donc, on doit se faire dépister. C'est très important pour nous les femmes. Je demande à mes soeurs de Port-Boué de se faire dépister.
Environ 1000 femmes de la commune de Port-Bouët sont attendues lors de la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette caravane sillonnera les différents centres de santé de la commune. Est-ce que vous savez que de nombreuses ONG œuvrant dans le domaine de la santé exercent sans autorisation? En tout cas, le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida en a eu vent. Le ministère a d'ailleurs décidé de mettre de l'ordre dans tout ça, d'où l'élaboration d'un guide des ONG de santé. Un séminaire a même été initié en vue de valider le dit guide. On en sait plus avec Herman Niamnia. Certaines ONG exercent dans le domaine de la santé sans reconnaissance du ministère ni d'agrément. D'autres qui disposent d'un agrément ou de reconnaissance se détournent de leur mission véritable et procèdent à l'ouverture de structures de soins privés à but lucratif, ne respectant aucune éthique de la déontologie médicale. Et ce phénomène gagne de plus en plus de terrain. L'assainissement du milieu s'impose donc, avec le soutien du programme d'appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré un guide des ONG de santé en Côte d'Ivoire. Le présent atelier vise à valider le guide en vue de son édition et distribution. Plus de 70% des ONG qui sont présentes sur le territoire et qui disent travailler pour le ministère sont des ONG fictives et virtuelles. Nous mettons à leur disposition un guide pour se faire identifier et agréer afin de bénéficier de tous les avantages de ce qu'on appelle la contractualisation, ministère de la Santé et organisations non gouvernementales. Tous les acteurs sont unanimes. Il faut assainir le milieu, ce qui justifie la présence de plusieurs ONG de santé et des partenaires au développement à cet atelier. C'est un document qu'il fallait forcément mettre sur pied, puisque depuis longtemps, nous n'arrivions pas à comprendre exactement quels sont les mécanismes de création et de fonctionnement dans nos relations et avec le gouvernement et avec le privé et les autres ONG. Le guide des ONG de santé se veut un accompagnateur, mais mieux, un éclaireur pour une bonne intégration des ONG dans le programme national de développement sanitaire. De même, il permettra aussi de produire des projets à impact positif sur la santé de la population. Le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition reprendra ses droits ce jeudi à Abidjan. Le ministre d'État chargé du dialogue politique, Jeannot Ahoussou-Kouadio, échangera avec les différents partis de l'opposition, dont le Front populaire ivoirien, le FPI, sur les questions liées au fonctionnement des mouvements politiques, notamment le financement des partis politiques et la question des arriérés dus par l'État au FPI meubleront aussi les discussions. Du côté de l'Odjibois, c'est plutôt le secrétaire général adjoint du RDR qui prône l'unité des militants au sein du RDR. Il était à Eremankono et à Divo. Il leur a aussi annoncé la visite prochaine du président Ouattara. Le reportage de Thérèse Tapéyoboui. Au cours de cette sortie dans la région du Lodjibois, Sidiki Konaté a pu constater les chantiers initiés par le conseil régional. Il s'agit de la nouvelle école primaire de Eremankono et du site qui devra abriter le collège moderne de la localité. Sidiki Konaté s'est dit satisfait des actions posées en faveur des populations avant de promettre d'être leur porte-parole auprès des autorités compétentes afin que le développement de la localité soit une réalité. On est venu pour regarder, mais on va rendre compte s'il plaît à Dieu. Continuez de croire en votre équipe ici, continuez de croire en vos cadres et Inch'Allah, Dieu va nous aider. Occasion pour la population, par la voix de Roland Zakwa-Kobena, président du conseil régional, d'énumérer quelques doléances, notamment la construction d'un château d'eau, le financement du projet Un jeune, un hectare de maïs. Projet qui devra prendre en compte 4000 jeunes volontaires. Il est venu pour se rendre compte de ce qui se fait, comment cela se fait, quelles sont nos difficultés afin de nous aider auprès des autorités à régler ces problèmes-là. Le président peut faire 70-80% pour nous, c'est bien. Mais s'il fait 80% dans cette zone, c'est encore mieux. Au terme de cette visite, Sidiki Konaté a exhorté les militants du RDR à l'union, à la paix et à la cohésion sociale afin d'assurer la réélection du président Alassane Ouattara. Selon Sidiki Konaté, le président Alassane Ouattara rendra visite bientôt aux populations du Lodjibois.
Les conférences de presse s'enchaînent pour la victoire du président Ouattara aux prochaines échéances électorales. La jeunesse ivoirienne pour la victoire du président Alassane Ouattara, elle, remobilise ses bases dans la commune de Port-Boué. Le reportage de Hamza Diaby. La jeunesse de Côte d'Ivoire face à son destin à l'élection présidentielle de 2015. Quel choix opérer? Voilà le thème de la conférence de presse animée par les leaders de la JIVADO, la jeunesse ivoirienne pour la victoire du président Alassane Ouattara. L'enjeu politique, la remobilisation des sessions de la JIVADO en vue de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2015. Et pour atteindre cet objectif, le mouvement compte s'en donner les moyens. Nous avons une mission à accomplir. C'est la victoire totale du président Alassane Ouattara au premier tour. C'est en cela que nous avons commencé à travailler sur le terrain. Nous avons commencé à recenser les nouveaux majeurs. Nous sommes en train d'apprendre nos partisans et nos militants à savoir voter. Les jeunes de la Côte d'Ivoire, à partir de la jeunesse ivoirienne pour la victoire d'Alassane Ouattara, est déterminée à aller jusqu'au bout. La JIVADO, qui a été créée en février 2007, compte entreprendre des actions politiques au nombre desquelles il faudra compter le grand rassemblement qui se tiendra dans les semaines à venir au Palais des Sports de Treichville. Mais avant, la première sortie s'annonce pour le 21 février prochain au stade de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. À Massadougou, dans le département de Sandégué, les populations ont grand besoin des autorités. Toutes leurs infrastructures tombent en ruine, faute de moyens pour leur entretien. Mamadou Kwasi les a rencontrés. Koroza Massadougou, village de la sous-préfecture de Yorobodi, dans le département de Sandégué, à l'est de la Côte d'Ivoire, est confronté à d'énormes difficultés. Avec une population d'environ 10 000 âmes, ce village est presque enclavé. IACD est un véritable parcours de combattants. Un seul moyen de transport, la motocyclette, pour parcourir les 35 km qui séparent Yorobodi, le chef-lieu de sous-préfecture, et Massadougou. Emprunter la route devient une piste champêtre relève du génie, de sorte que la population a longtemps souvenir de la présence d'un véhicule sur cette voie. À cette difficulté, il faut ajouter le manque d'eau potable, car les 4 pompes villageoises réalisées depuis des décennies ne sont plus fonctionnelles. La seule alternative de la population reste l'eau de pluie. Pour cette population, l'électrification du village est un rêve caressé depuis des décennies. Pour appuyer les actions de développement du gouvernement, les populations ont construit en 1991 un centre de santé comprenant une maternité et un dispensaire, tous équipés en matériel médical. Mais cette maternité n'a jamais fonctionné par faute de sages-femmes. Quant au dispensaire, dans un état de délabrement, il est à la seule charge de l'infirmier. L'école primaire, construite également dans la même période, n'arrive plus à contenir les 500 élèves. Des classes de fortune sont construites pour désengorger la classe de CP1, qui compte 112 élèves. Vraiment, tu vas voir, le village est trop gros. Les maîtres ne s'en suivent pas. On a 6 classes, on a déjà deuxième école encore, mais il n'y a pas, ce sont les bénévoles qu'on prend. Donc vraiment, on a besoin beaucoup de choses. On demande de l'État pour qu'il ne qu'à nous donner main. L'activité principale de la population reste l'agriculture, surtout la culture de l'anacade, du manioc, de l'igname et des produits vivriers. Mais leur commercialisation laisse à désirer, faute de moyens de transport. Les populations de Koroza Massadougou ne désespèrent pas pour autant. Elles rêvent de voir leurs conditions de vie changer avec le reprofilage de la voie Yorobodi Massadougou et l'électrification de leur village. Un rêve quotidien. Parlons agriculture avec l'installation de 1000 jeunes producteurs de cacao. L'idée est de corriger le vieillissement des vergers, mais aussi des producteurs de café cacao. Le Conseil Café Cacao veut ainsi permettre à la Côte d'Ivoire de conserver sa première place de producteur mondial du cacao. Et cela va coûter un peu plus d'1 milliard de francs en CFA au pays. Le reportage de Noël Lagnagno. Foyer des jeunes de Bongouanou est un espace approprié pour un projet destiné aux jeunes. Le rajeunissement des cacaoculteurs et du verger dans la région du Moronou. Autorités administratives et politiques, élus locaux, producteurs de café cacao, les premiers responsables du Conseil Café Cacao, tous mobilisés pour lancer le projet d'appui aux jeunes agriculteurs. Il va s'exécuter sur une période de 4 ans pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. À Bongouanou, les jeunes agriculteurs sélectionnés originaires d'Aboville, à Bangourou et Bongouanou même ont reçu des kits de plantation, machettes, paires de bottes, d'abats, pulvérisateurs, arrosoirs, des sachets de pépinière, du matériel de communication et des équipements pour l'apiculture et la pisciculture. Cette première vague compte 250 jeunes, dont 22 femmes, 218 hommes comprenant 100 ex-combattants, sur la zone de production de Bongouanou, Aboville et à Bangourou.
Ces agriculteurs sélectionnés ont reçu des semences améliorées pour une superficie de 250 hectares. Une deuxième vague d'agriculteurs sélectionnés est installée en cette année 2015. Ils seront 500, portant ainsi le nombre de jeunes agriculteurs à 750 pour 2015. En 2016, il est prévu l'installation de 1000 autres jeunes agriculteurs. On se souvient encore de ce drame au sein du quotidien Charlie Hebdo. Des journalistes de ce quotidien ont été tués par des terroristes. Plusieurs voix se sont insurgées contre cette façon de faire. Aujourd'hui, c'est le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, qui condamne cet acte, mais aussi dénonce les atteintes faites à l'islam et à son prophète. Pagasso Okoni. L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris, en France, le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements, mais aussi aux atteintes faites à l'islam et au prophète Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exhorte par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sékou Sylla. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect mutuel. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation. Hors de chez nous, en Zambie, Edgar Lungu, vainqueur de l'élection présidentielle, a prêté serment en dimanche. Il compte relever plusieurs défis à la tête de son pays. Vivons la prestation de serment avec Sylvie Touré. Dans un stade bondé à Lusaka, le nouveau président de la Zambie prête serment. Il jure fidélité au peuple zambien, et ce, devant plusieurs chefs d'État. Élu à la majorité simple, Edgar Lungu, 58 ans, candidat du Front patriotique parti au pouvoir, est arrivé en tête du scrutin avec 48,33% des voix. Il devient ainsi le 6e président de la Zambie depuis son indépendance en 1964. Au bout du compte, ce que nous voulons pour notre pays est d'aller de l'avant et bannir la pauvreté en son sein. Seul l'un d'entre nous pouvait finir président. Et avec cet honneur particulier et ce privilège, je suis humble et éternellement endetté vis-à-vis de tous mes concitoyens. Le nouveau président de la Zambie devra diriger ce pays de l'Afrique australe jusqu'en 2016, date qui marque la fin du mandat de 5 ans que n'avait pas achevé l'ex-chef d'État, Michael Sata, décédé en octobre dernier. Mais déjà, l'opposition donne de la voix. Elle qualifie le scrutin de simulacre. Nous avons connu une large violence contre nos militants et les membres du parti au cours de la campagne, ainsi que de graves irrégularités dans le comptage des bulletins. Cette élection a été un simulacre et ne reflète pas la majorité des Zambiens. Si Edgar est investi président, je veux qu'il sache qu'il n'est pas un président légitime. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, de son côté, a félicité la Zambie pour avoir organisé des élections exemplaires et réussies. Concernant ce chapitre, justement, le président Alassane Ouattara a adressé ce communiqué à son homologue zambien.
À son Excellence, à M. Edgar Lungu, président de la République de Zambie. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour former des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence ainsi que ceux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble, exaltante mission. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Auschwitz, c'est en Pologne, libéré par l'armée rouge. C'était il y a 70 ans. Les représentants de 38 pays se rendent dans l'ancien camp de concentration pour commémorer cette date et rendre hommage aux victimes des nazis. Ce communiqué du président de la République Alassane Ouattara à son Excellence M. François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, j'ai appris avec une vive émotion le crash d'un avion de chasse sur la base militaire d'Albacete en Espagne qui a entraîné une dizaine de morts, dont 8 aviateurs français et de nombreux blessés. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence et au peuple français nos sincères condoléances. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes ma profonde compassion et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En sport, la finale de la 10e édition du tournoi de la paix, doté du trophée Nana Bouakwasi III, roi de l'Indigné, s'est jouée récemment au stade du collège catholique à Kerman. Cette fête, parrainée par Brouaka Pascal, PCA de la RTI, a vu la victoire du village de Yakassé Féassé au tir au but, 5 buts à 3 devant Apuesso. Le récit de Daniel Kouebi. Grande mobilisation pour célébrer la 10e édition du tournoi de la paix du football, doté du trophée Nana Kwasi Bois III, roi de l'Indigné. Des 12 équipes de villages et départements d'Abangourou qui ont pris part au lancement de ce grand rendez-vous annuel, débuté le 20 décembre 2014, ce sont les équipes de Yakassé Féassé en jaune et Apuesso en bleu qui se sont qualifiées pour la finale. Une finale parrainée par Brouaka Pascal, le PCA de la RTI qui avait à ses côtés de nombreuses personnalités venues soutenir le roi de l'Indigné, Nana Bouakwasi III. Après 90 minutes de jeu et des occasions ratées de part et d'autre, les deux finalistes se séparent sur un score vierge, 0 à 0. C'est à l'épreuve des tirs au but que le village de Yakassé Féassé s'impose par 5 tirs contre 3 pour son adversaire. Yakassé Féassé, grand vainqueur de l'édition 2015, est reparti avec la somme de 300 000 francs, un ballon, un jeu de maillot en plus du trophée. Apuesso, qui n'a pas démérité, a reçu la somme de 200 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Et puis concernant la CAN 2015, l'Algérie et le Ghana retrouvent la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC et la Tunisie en quart de finale. L'Algérie, elle, s'est imposée 2 buts à 0 face au Sénégal et le Ghana 2 buts à 1 face à l'Afrique du Sud. Avant de nous dire au revoir, sachez que demain, la Côte d'Ivoire rencontre le Cameroun et le Mali, la Guinée. Allez les éléphants, nous espérons que vous pouvez remporter ce match. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Je dois aller sur Elysium. Celui qui porte ça a le pouvoir de contourner tout leur système. T'as le moyen.